Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Perspective. Bernadette Tokwaoulou Aena, une femme politique engagée qu'on ne peut plus présenter dans les milieux quinois, congolais et même sur l'échiquier africain. Elle a bien voulu répondre à notre invitation en ce début de mois de mars, mois, comme vous le savez, consacré à la femme. Elle est revenue sur ce plateau pour parler notre processus politique, pour parler situation de la femme, pour donner également sa vision dans l'évolution des événements qui émaillent la vie sociale, politique, économique, j'en passe et des meilleurs. Bonjour, bonsoir Madame Tokwaoulou. Bonsoir Luc. Bienvenue dans cette émission. C'est votre deuxième participation, du moins à ma mémoire, dans cette émission Perspective. Oui, la dernière participation avait été intéressante et aussi pleine de conséquences. Très bien. Nous allons peut-être en parler parce que dans cette émission-là, vous avez fait votre lecture du processus politique. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Et vous avez pris des positions et les événements se sont produits. Vous allez nous dire si votre position a été entendue, suivie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'actualité est rythmée autour des prochaines séances électorales. Vous avez l'impression que la publication du calendrier électoral par la CENI et les réactions qui s'en ont suivi dans le chef de l'opposition, vous avez l'impression qu'on est dans le bon. Bon, la première chose sur laquelle nous devons tous nous entendre, c'est qu'il n'y a pas de développement sans démocratie. Développement, ça veut dire emploi pour les jeunes, soins médicaux, logement, sécurité intérieure, sécurité à nos frontières, etc., etc. Pour cela, ça exige la démocratie. Et la démocratie exige le respect de la Constitution, elle exige l'alternance ou l'alternative au pouvoir au sommet de l'État. Donc pour la première fois dans 23 ou 24 mois, je n'ai pas fait le compte, la population va être appelée à élire un président, comme dirait François Hollande, un président normal. Donc un homme et une femme issus de notre population, qui ne sera pas venu d'un coup d'État, d'une révolution, d'une rébellion ou d'un horrible assassinat. Un homme ou une femme normale. Et le jour où un homme et une femme normale va prêter serment dans ce pays, le cœur de tous les Congolais va changer. Je crois que nos enfants à la maison vont vous dire « Maman, moi, je veux devenir président de la République ». Donc c'est extrêmement important. Maintenant, on a obtenu la publication du calendrier global. C'est une très bonne chose. Mais le peuple s'est émeuté le 19, 20 et 21 janvier. Il s'est émeuté et son message a été « Nous voulons les élections présidentielles dans les délais ». Alors la grande question est que ce calendrier global va nous permettre d'aller à l'élection présidentielle dans les délais? C'est la grande inconnue. La première chose, il y a un problème de financement. Nous ne devons pas dire que la modicité des moyens de financement peut nous empêcher de réaliser les élections. L'État congolais, le gouvernement, peut faire appel à un emprunt obligataire qu'il va rembourser pour organiser ces élections. Maintenant, dans ce calendrier, doit être élagué tout ce qui peut faire aboutir à ce que l'élection présidentielle soit reportée. C'est pour ça, en ce qui concerne les élections locales, les bourgmestres, les chefs de collectivité, etc., peuvent continuer à être nommés sur le même schéma administratif. Nous devons postposer les élections locales après les présidentielles et après les législatives. Pourquoi? Parce que notamment les élections locales impliquent un découpage électoral. Et avec nos populations qui sont terriblement tribalisées, qui sont fières de leur tribu, cela peut provoquer des incidents ou même des guerres tribales à l'ouest, et des guerres ethniques à l'est. Vous savez, au niveau de l'est, vous avez les tétés là de la savane et les tétés là de la forêt qui ne s'entendent pas.
Vous avez au Bandundu les Fetchi qui ne veulent pas aller au Kwango. Vous avez les populations de Gandajika au Kasaï qui ne veulent pas aller au Kabinda. Vous avez les populations du Katanga du nord et du sud. On ne sait pas trop s'ils veulent être séparés ou bien si ils veulent être unis. Vous avez en Ituri le problème des Lema et des Landou. Surtout, vous avez au Kivu le problème des populations du Kivu qui est un casse-tête. Vous avez par exemple le territoire de Matsisi et de Rutshuru, qui a souvent été revendiqué par le M23. Si vous faites de ces territoires, un territoire dans un découpage à part entière, dans un découpage électoral, vous posez les bases d'une population devenue homogène, parce que la population Tutsi de toute la région s'est rassemblée là. Nos frères se sont rassemblés là. Donc la population est devenue depuis 10 ans une population homogène. Je l'ai écrit dans mon livre Joseph Kabila, un pari fou. Et vous allez créer un territoire homogène. Et ce sont les bases mêmes qui aboutissent à la balkanisation d'un pays. Sur base d'une population homogène et d'un territoire homogène, l'Union européenne a créé le Kosovo. La Russie a créé l'Askésie et l'Ossétie du Sud en prenant sur la Géorgie. La Russie vient d'annexer la Crimée. Et en ce qui concerne les territoires de Donetsk en Ukraine, ils sont en voie d'obtenir ou l'autonomie ou l'annexion, mais il y a beaucoup de morts. Donc moi je pense que nous, le peuple congolais, tous unis, nous avons lutté pendant plus d'une dizaine d'années pour éviter la balkanisation de ce pays. Et ça, c'est la grande réussite du gouvernement et du président de la République. Nous avons évité la balkanisation du pays. Il ne faudrait pas que, par ce découpage territorial, nous créons le contraire. Je ne dis pas, écoute Luc, je ne dis pas que ce découpage-là est prévu dans le découpage électoral. Je ne sais pas quel est le contenu du découpage électoral. Ce que je dis, c'est qu'il faut une grande pédagogie vis-à-vis de toutes les populations concernées pour aboutir à un consensus des populations. Il faut que l'on sache ce découpage électoral, c'est quoi. Donc il vaut mieux le postposer et le renvoyer à la prochaine législature. Maintenant, vous avez les élections provinciales. Les élections des députés provinciaux aboutissent à l'élection indirecte des gouverneurs et des sénateurs. Si les moyens financiers sont disponibles, faisons les élections provinciales. Si les moyens financiers ne sont pas disponibles et les élections provinciales aboutissent à repousser l'élection présidentielle, postposons les élections provinciales. En fait, le principe, c'est quoi? La ligne droite que nous devons prendre et le Rubicon à ne pas franchir, c'est que l'élection présidentielle n'ait pas lieu dans le délai constitutionnel. Mais attendez, madame, vous faites une fixation sur les présidentielles, alors que tout ce dont vous venez de parler, c'est constitutionnel, madame. Vous êtes juriste. Pourquoi vous voulez, une fois de plus, violer la Constitution en privilégiant ce qui a été prévu par les prérogatives de l'institution que nous avons accepté tous de réguler la machine électorale? Il ne s'agit pas de violer la Constitution. Il s'agit de quoi, Il s'agit d'être pragmatique et de faire avec la situation qu'on rencontre. Les députés provinciaux que nous avons, les sénateurs que nous avions, depuis combien de temps leurs élections auraient dû être faites? Ça n'a pas été fait. Vous voulez... Écoutez, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Nous ne protestons pas. Nous disons que ça n'a pas été fait. Nous prenons bonne note, mais il faut que ce soit fait si le budget est là, et il ne faut pas que ce soit fait si ça postpose l'élection présidentielle. Pourquoi je parle de l'élection présidentielle? Oui, pourquoi cette fixation? Je fais une fixation sur l'élection présidentielle parce que nous sommes arrivés au stade où nous devons asseoir la démocratie. Que ce soit dans notre pays, que ce soit dans toute l'Afrique, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. L'Afrique n'est pas développée depuis 50 ans. L'Afrique n'est pas développée parce que l'Afrique n'est pas démocratique. Luc, quand vous voyez sur France 24 tous ces bateaux fantômes avec nos frères africains faméliques, hagards, hommes, femmes, bébés, qui aboutissent dans la mer Méditerranée en Italie, 1000 personnes, 800 personnes, vous n'avez pas honte?
nos populations fuient parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, et tout ça par manque de démocratie. La démocratie, que ce soit ici, en RDC, que ce soit dans tous les pays, la démocratie va s'installer le jour où nous aurons à la tête de l'État des présidents normaux. Le jour où tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, il y aura un nouveau président de la République. Ça permet quoi? Ça permet que toutes les institutions fonctionnent. Nos pays ne se développent pas. Les institutions ne fonctionnent pas parce que nos institutions sont plafonnées au niveau d'un président de la République. Si les premiers ministres qui sont en fonction ont la possibilité de devenir président de la République, je crois qu'ils vont travailler. Je crois qu'ils vont exiger des résultats. Si un Premier ministre a la possibilité de devenir président de la République, vous pensez qu'il va accepter qu'un PDG d'une entreprise publique ne donne pas l'eau, ne donne pas l'électricité, qu'un PDG d'une entreprise publique puisse faire 14 mois, 21 mois sans payer les salaires des agents? Au contraire, il va faire le maximum. Si un ministre de l'Intérieur a l'ambition de devenir président de la République, je crois que la sécurité des biens et des personnes sera assurée. Je crois que ce ministre de l'Intérieur, son défi sera qu'on ne voit plus sur Molière Télévision tous les matins « Bakoteli bateau, Babomaki bateau, Ezalaki et Salaki ». C'est pour ça que cette élection présidentielle est cruciale. Est-ce que vous ne faites pas une lecture réductionniste de la démocratie, madame, avec cette focalisation? Donc, pour vous, la démocratie se conjugue avec les présidentielles, point barre. Non, la démocratie se conjugue avec l'alternance et l'alternative au pouvoir. Alors, quand le président Sarkozy laisse la place au président François Hollande, il y a un nouveau souffle, un nouveau schéma qui se met en route. Quand le président François Hollande va laisser la place à un autre, il y a une nouvelle dynamique. Vous savez, toujours sur France 24, je regardais une publicité concernant un pays. C'était le Cameroun. Vous savez, d'un point de vue communicationnel, je regardais cette publicité qui vantait les réalisations, les projets, etc. Et je disais, ah, ils ont très bien conçu leur publicité. Et à la fin de cette publicité est intervenu le visage de Paul Biya. J'ai dit, ils ont tout gâché. Parce que le fait que ce président soit là depuis 20 ans, depuis 30 ans, fait que son pays est complètement sclérosé, fait que son pays est endormi, fait que son pays n'a plus de dynamisme. Alors tout est gâché. Je sais que c'est difficile. Parce que nous, les Africains, nous avons la culture du chef, nous avons la culture du roi, la culture du chef coutumier. Mais nous devons admettre, et ce n'est plus à discuter, nous devons admettre que tous les pays où nous fuyons, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, tous les pays où nous voulons vivre parce qu'ils payent la sécurité sociale, les allocations familiales et le chômage pour les enfants sont des démocraties. Il faut se focaliser sur la démocratie. Est-ce que vous avez bien lu les événements, madame? Est-ce que la situation que vous déplorez en Afrique ne dépend pas en partie justement de ces pays que vous qualifiez des vieilles démocraties? Est-ce que ce ne sont pas ces pays qui créent l'anarchie, la guerre, les crises en Afrique? Et que les départs massifs de nos frères, nos sœurs, nos enfants en Europe, est-ce que ce n'est pas une réponse pour dire que, puisque vous ne créez pas chez nous les conditions de vie requises, nous venons chez vous? Est-ce que ce n'est pas ça, en partie? Mais papa, vous êtes Congolais. Vous pensez que c'est au président François Hollande ou au Premier ministre britannique de venir créer en RDC les conditions de vie des Congolais? Est-ce que le rapport de force est égal par rapport à ces pays-là? De quel rapport de force vous parlez? Nous avons une économie dans ce pays, l'argent qui circule dans ce pays, l'argent qui construit des immeubles de 25 étages, l'argent qui construit des routes, l'argent qui construit des hôpitaux. Vous pensez que c'est l'argent qui vient d'où? De France? De Grande-Bretagne? C'est l'argent congolais, c'est l'argent du peuple congolais. Ce sont les 200 francs que vous payez à l'usine de panification pour acheter du pain. Vous savez que ces 200 francs, ça fait des millions de dollars. Que vous payez aux sociétés de télécommunications qui font des milliards de dollars.
Ce sont le sol, le sous-sol, les richesses du sous-sol du peuple congolais qui font des millions de dollars, qui sont exportés à l'étranger par les sociétés minières. L'argent qui travaille ici, c'est l'argent des Congolais. C'est notre argent. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre argent. Vous prenez la politique du gouvernement. Nous avons un taux de croissance, on dit de 6%, de 8%. OK. Nous avons un budget... Maintenant, c'est 9%. OK, disons 9%. Nous avons un budget de 6 milliards de dollars. OK. C'est une politique qui a été faite. Cet argent, c'est l'argent du Congolais. C'est l'argent, c'est la croissance du Premier ministre Matata Ponyo. C'est la croissance des sociétés minières. C'est la croissance des sociétés de télécommunications, des sociétés de panification. C'est la croissance de la construction des bâtiments qui poussent comme des champignons. C'est la croissance des routes. C'est la croissance des voies de communication. Mais c'est aussi la croissance du pain que moi j'achète tous les jours et que nous achetons tous les jours, 200 francs. C'est la croissance de nos 1 dollar de télécommunication. Mais cette croissance... quel effet sur le peuple congolais? Est-ce que ça a à voir avec la France ou la Belgique ou l'Allemagne? Quel effet de cette croissance sur le peuple congolais? C'est un problème du gouvernement. Quel est le niveau de redistribution des fruits de cette croissance au peuple congolais? Effectivement, nous devons travailler, nous devons développer le pays. Le Premier ministre Muzito avait un budget de 3 milliards de dollars. Le Premier ministre Matata Ponyo a un budget de 6 milliards de dollars. Avec le budget de 3 milliards de dollars, le Premier ministre Muzito a fait des routes, il a fait des hôpitaux, on a construit des immeubles, etc. De même pour Matata. De même pour le Premier ministre Matata. Mais il y a 3 milliards supplémentaires. Et nous, les Congolais, on mange quand? Parce que la caisse de l'État, c'est comme un grand Likelemba. Tout le monde met l'argent au Likelemba. Les sociétés minières, elles exploitent, elles prennent l'argent, elles donnent aux impôts, elles payent au gouvernement. Les sociétés de télécommunications, de panification, tout le monde prend l'argent, on donne au gouvernement. Les propriétaires de bâtiments, tout le monde prend l'argent, on donne au gouvernement. Vous, Luc, votre salaire, on prend une partie de votre salaire, on met dans la caisse du Likelemba. On prend une partie de mon salaire, on met dans la caisse du Likelemba. Les sociétés étrangères touchent. Elles renvoient leurs bénéfices dans leur société à l'étranger, c'est normal. L'argent est là pour travailler. Nous mettons l'argent dans le Likelemba, on touche quand? C'est là que le gouvernement Matata Ponyo doit repenser. Dans ce Likelemba, la population congolaise touche quand? Nous ne pouvons pas toucher parce que nous sommes 70 millions d'habitants. Mais il y a une partie de la population qui maintenant peut participer aux fruits de la croissance. C'est la partie de la population qui travaille, qui a un salaire. C'est la partie de la population qui travaille dans les banques, dans les sociétés de communication, dans les agences de télévision, dans les entreprises publiques, l'armée, la police, les fonctionnaires. À partir du moment où nous avons un salaire, le gouvernement doit faire une politique qui nous met en situation maintenant aussi de toucher notre part du Likelemba. Je ne veux pas être longue. Je m'explique, je vous donne un exemple. Très rapidement, madame. Je discutais avec une jeune femme qui travaille dans une banque. J'ai dit, tu gagnes combien? Elle me dit, je gagne 600 $. Tu habites où? J'habite à Kitambo, je loue un appartement. Combien? 400 $. Donc nous avons remis en place un système bancaire. Nous avons donné du travail aux jeunes, mais il est toujours pauvre. Parce que cette fille gagne 600 $. Donc ça veut dire pour vivre, il lui reste 400 $. Ça veut dire quoi? Pour la mettre non, en 200 $. Oui, il lui reste 200 $. 200 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la mettre en situation de prendre sa part du Likelemba, le Premier ministre Matata doit faire une politique qui la libère de ses charges. Ses charges, c'est quoi? C'est les 400 $ qu'elle paye dans la maison où elle loue peut-être de Madame Adégia de la SNEL ou Madame l'épouse du général, etc. Elle loue dans cette maison. Le Premier ministre Matata doit faire une politique qui permet à des sociétés privées d'obtenir des crédits dans les banques à des taux d'intérêt intéressants, de façon à ce que ces sociétés créent des logements à 35 000, 45 000 $. Cette jeune femme, par l'intermédiaire de sa société, va obtenir son crédit logement, elle s'assoit dans sa maison, elle paye 100 $ par jour, elle paye 100 $ par jour dans son crédit, elle économise 300 $.
là, vous avez enrichi quelqu'un. Vous avez un taximène. Il utilise le taxi d'une personne. À la fin du mois, le patron du taximène gagne 1000 $. Lui, il gagne 100 $. Si, par une politique mise en place par le Premier ministre Matata Ponyo, les gens de l'association des taximènes arrivent à obtenir un crédit de 6 000, 9 000 $ d'acheter son taxi, vous avez maintenant un type qui gagnait 100 $ qui fait partie des gens qui gagnent 1000 $. Mais madame, c'est ça, partager le liquide dans ce pays, Matata l'a fait. Vous connaissez le transport esprit de vie qui remplace l'esprit des morts. Il l'a fait. C'est justement dans cet objectif-là. Oui, mais vous là... Vous semblez l'ignorer, madame. Non, non, non. Là, il l'a fait, c'est très bien. Il l'a fait d'une manière sectorielle. Moi, ce que je dis, il doit prendre les fruits de la croissance. L'argent qu'il a en plus. Il doit faire un fonds de garantie qui permette aux banques commerciales d'accorder des crédits à des taux d'intérêt intéressants. Donc ce ne sera pas le Premier ministre Matata Ponyo qui va accorder à Madame Tokwaoulou un crédit qui va lui permettre d'aménager 2 appartements et d'avoir des produits locatifs. C'est Madame Tokwaoulou qui va aller voir son banquier et qui va dire oui, moi je voudrais obtenir un crédit. Madame, est-ce que vous avez des garanties? Non, j'ai pas de maison. C'est pas vrai, je suis propriétaire. Mais une autre personne va dire non, j'ai pas de maison, je n'ai pas de garantie. Mais grâce au fonds de garantie qui aura été mis en place, bon, elle va aller dans sa société. Oui, nous connaissons Madame Mafuta, elle travaille à la Régie des eaux depuis 15 ans et c'est quelqu'un de bien. Avec cette lettre-là, elle va obtenir son crédit. Donc, la politique qu'il a fait pour les esprits de vie, c'est une excellente chose. Moi, je dis qu'il doit l'ériger en principe, il doit faire un fonds de garantie, parce que ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État qui va faire la politique, ce sont les citoyens qui vont aller devant les banquiers grâce au gouvernement. Madame, vous êtes en train de parler avec passion et vous me faites penser à la phrase du président de la République « J'ai besoin de ceux qui ont la passion du Congo ». Peut-être que vous en êtes une, mais répondez-moi. Madame, vous pensez que tout ce que vous dites doit se faire en un mois, en un trimestre, en un semestre, en une année? Ou est-ce que ça doit se faire crescendo? Bon, vous savez, quand on veut, on peut. J'ai dit nous sommes 70 millions de Congolais. Sur les 70 millions de Congolais, il y a peut-être 10 millions qui travaillent. Peut-être. Peut-être que c'est trop. Nous ne pouvons pas non plus dire qu'en 24 mois, jusqu'à la fin du mandat présidentiel, le Premier ministre Matata va enrichir 10 millions de Congolais. Mais moi, je vous dis, s'il enrichit 5 000, c'est déjà ça. Même s'il enrichit 100. L'essentiel, c'est de montrer que c'est possible. L'essentiel, c'est de montrer que ce ne sont pas seulement les PDG, les ADGA, les militaires, les généraux, etc., qui peuvent construire des maisons, mais que toi aussi, tu peux le faire. Et vous pensez que l'action gouvernementale ne vise pas à cela? Si vous contemplez, vous observez la ville de Kinshasa, les maisons poussent comme du champignon, madame. C'est aussi, me semble-t-il, les nouveaux riches qui agrandissent, comme vous dites, la base de consommateurs qui, petit à petit, avec le peu qu'ils reçoivent, transforment le pays. Mais répondez-moi, madame, est-ce que c'est à cause de tout ce que vous venez de décrire de négatif pour vous qui justifie que le jour où l'opposition manifeste, que l'on voie madame Tokwaoulou? En plus, je ne sais pas si vous avez arboré ces t-shirts à dessin. Vous portiez, madame, un t-shirt où on a écrit « Les 5 chantiers de la République, je suis Charlie ». Répondez. Bon, ne mélangeons pas tout. Hein. Vous dites que les immeubles poussent comme des champignons, alors il y a les nouveaux riches qui construisent des immeubles. J'ose croire. C'est une bonne chose que les immeubles poussent comme des champignons. C'est le fait de l'activité économique. Mais ces immeubles appartiennent à une classe dirigeante. Ces immeubles appartiennent à une classe privilégiée. J'applaudis le fait qu'ils ne vont pas construire ou acheter des villas à l'étranger et qu'ils construisent ici. Mais il y en a aussi qui vont acheter là-bas. Là n'est pas le problème. J'applaudis le fait que ces immeubles existent. Mais un logement dans ces immeubles, c'est 4 000 $, mon frère. Donc, la jeune fille qui travaille dans la banque, qui a un emploi, ne peut pas s'enrichir.
Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on construise des immeubles, mais des logements sociaux, de façon à ce que ces gens qui touchent 600 $ puissent aussi avoir le logement. Donc, il faut continuer à construire, ceux qui ont les moyens, qu'ils construisent. Mais que ceux qui n'ont pas les moyens soient favorisés, de façon à ce qu'ils puissent aussi s'asseoir. Bon, maintenant, vous m'avez vu manifester avec l'opposition. Avec un t-shirt, 5 chantiers de la République, et puis écrit « Je suis Charlie ». Vous vous souviendrez que j'ai fait une émission avec vous, dans laquelle je me suis exprimé et j'ai dit je suis contre la révision de la Constitution pour la prolongation du mandat présidentiel. À l'issue de cette émission, disons que j'ai été invité au niveau des services de sécurité pour donner des éclaircissements, disons des éclaircissements sur ma position. Je trouve ça normal. Moi, je trouve que ce ne devait pas être les services de sécurité qui m'appellent. Ce devait être le secrétariat exécutif de la majorité présidentielle. Parce que j'ai pris une position politique, dans un cadre politique. Bon, les services ont fait ce qu'ils ont cru devoir faire. Et au niveau des services, je leur ai confirmé tout l'ensemble de mes positions. Et je leur ai dit aussi, mon combat, en fait, est un combat pour la démocratie. Parce que, notamment, moi, j'ai une fille, elle s'appelle Noëlla. Elle étudie aux États-Unis. Dans 5 ans, elle va venir travailler ici. Je ne veux que jamais... Vous avez eu l'occasion d'envoyer une fille aux États-Unis. Oui. Je ne veux que jamais ma fille soit convoquée la nuit à 18 h par des services de sécurité pour venir répondre de ses propos dans la liberté d'expression. Parce que ça, ce n'est pas la démocratie. Vous dites que j'ai envoyé ma fille aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Parce que je veux assurer la sécurité de mes enfants. Ma fille étudie à l'école américaine, à Tassok. Un soir, elle sortait de Tassok. Il y a un camion militaire qui suivait au niveau du boulevard du 30 juin. Il a accéléré au moment où la voiture devait s'engouffrer vers Batetela. Le camion a accéléré. Il a percuté ma Jeep. Heureusement, mon chauffeur était diligent. Il a pris le chemin inverse et le camion a percuté la voiture de l'ambassade de la République sud-africaine où il y avait aussi des enfants sud-africains de l'école Tassok. J'ai protesté, j'ai dit que, en tout cas, la sécurité de mes enfants n'était pas assurée. Bon, je crois que ça a fait rire. Ma fille, je l'ai envoyée à l'étranger. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui est connu que si il y a des problèmes de sécurité dans le pays, s'il y a des gens qui ont des frustrations, que vous êtes protégés. Mon fils Emmanuel, il sortait de l'examen d'État au collège Boboto. Il s'est engouffré sur 24 novembre pour aller rejoindre le cours Sénèque. Il s'est fait arrêter au niveau de la police de 24 novembre, les services spéciaux de 24 novembre. Vous savez que mon fils a reçu des coups de crosse dans la rue? Il a reçu des coups de crosse. Un appel. Les services spéciaux s'occupent de sécurité. S'il a un problème au niveau de roulage ou il a mal circulé avec la Jeep, c'est la police de roulage qui aurait dû l'interpeller. Et vous interprétez ça comment? On lui a réglé les comptes à cause de leur mère ou quoi? Écoutez, j'ai été appelé par téléphone, par coup de téléphone anonyme. Dit madame DG, votre fils est en train d'être tabassé ce 24 novembre par la police. Il dit mon fils? Je suis arrivé dans les locaux, je dis où est mon fils? Oh madame, asseyez-vous, on voulait l'éduquer. Je dis c'est vous, la police qui est chargée de la sécurité qui allait éduquer mon enfant. C'est le général en charge de ce bâtiment qui est venu dire où est l'enfant de madame Tokwalou? Allez, faites sortir l'enfant de madame Tokwalou. Je ne préjuge de rien. Mon fils, je lui ai fait quitter le pays 1 semaine après. Je ne préjuge de rien. Mais vous, vous êtes dans la communication. Vous avez vu, à l'époque où j'étais DGA, vous m'avez vu passer sur toutes les chaînes de télévision. Je reçois des SMS de menaces de mort. Pour moi, mes enfants et ma maman. J'ai porté plainte auprès du parquet. J'ai porté plainte auprès du parquet 2 fois pour menaces de mort sur moi, ma personne, mes enfants et ma maman. Vous savez qu'à ce jour, je suis plus DGA de la SNEL. Mais personne n'a jamais su qui et pourquoi me menacer. Ce que je dis, c'est ceci. La sécurité des biens et des personnes sur tout le territoire est assurée quand les gens sont satisfaits.
Si vous êtes une autorité, ne croyez pas que si vous êtes protégé, vos enfants le seront. C'est pour ça qu'il faut répondre aux besoins de la population, aux besoins de tous, pour la protection de tous. Alors, madame, vous ne nous dites pas pourquoi vous avez manifesté, et ce, à l'initiative de l'opposition. Bon, l'opposition, d'abord, je vous dis que j'ai été interpellé par les services spécialisés. Ça, c'est dit. Je leur ai donné ma position. Vous l'avez déjà dit. Ce que j'ai ressenti dans l'interpellation de ces services, c'est beaucoup de mépris. Mépris envers qui? Envers moi. Et pour cause? Je ne sais pas. Je dis, vous avez dit ceci. Oui, 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 oui. Madame, on sait tout ce que vous avez fait pour devenir DGA. Donc moi, j'ai entendu ça comme un mépris par ma qualité de femme, parce que les femmes politiques, les femmes mandataires sont censées ne pas être très vertueuses. Mais en plus, quand j'ai exposé mon programme politique, vous savez ce qu'on m'a répondu? Madame, est-ce que vous êtes bien défoulée? Alors en conclusion, en commençant, je suis une femme légère, et en terminant, je suis une hystérique. Pourtant, je suis une femme politique. Je suis sortie de là, mais vraiment humiliée, abattue. Donc, quand l'opposition a appelé à manifester, c'était la 3e manifestation de l'opposition. On avait tiré sur Goudoura Kassongo, il avait été blessé à la balle, balle au pied, sur pied, d'après ce que j'ai entendu. J'ai dit tirer sur des gens qui exercent la liberté d'expression, ce n'est pas la démocratie. Je suis partie manifester avec l'opposition, et au grand étonnement de l'opposition, pour dire liberté d'expression pour Madame Tokwaoulou, liberté d'expression pour l'opposition, liberté d'expression pour tous. La personne qui a été manifestée, c'était une personnalité indépendante de la majorité présidentielle, puisque j'ai manifesté avec le t-shirt avec lequel j'ai fait la campagne présidentielle. Et j'ai écrit « Suis Charlie » pour dire liberté d'expression pour tous. On nous a tiré dessus à balles réelles. Et ce qui était le plus effrayant, c'est que quand on a fui, je suis tombée, des gens m'ont relevé, des gens de l'opposition, ils m'ont relevé, ils m'ont mis en sécurité. Les gens de Franck Diongo m'ont cherché partout, cherché Madame Tokwaoulou. On m'a transporté là où se trouvaient les chefs, les députés de l'opposition, pour que je sois en sécurité aussi. Une maman de l'UDPS. Parce que tout le monde disait qu'elle enlève son t-shirt là de 4 chantiers, on ne veut pas le voir. Une maman de l'UDPS, par SMS, 5 chantiers, par SMS. Une maman de l'opposition de l'UDPS m'a donné son pagne et son libaya et son écharpe pour que je mette sur ma tête avec mes cheveux blancs qui est bien trop connu. Mais vous vous souvenez pas, Luc, que moi, avec Martin Fayoulou, à l'élection présidentielle, nous avons débattu. Et moi contre Martin Fayoulou, c'est moi qui ai déballé le président Étienne Tshisekedi. Mais sa militante m'a donné ses habits. Alors, Et mieux, les députés, les gens de Franck Diongo m'ont pris la main et m'ont donné des mapapa avec mon pagne et ils m'ont trouvé un taxi, ils m'ont ramené jusqu'à ma maison. Alors, madame, vous êtes politique. Quand vous tenez ces discours, votre discours est d'une manière générale aux antipodes du discours de ceux de vos collègues de la majorité présidentielle. Dites-nous, en regardant l'opinion, aujourd'hui, après tout ce que vous avez vécu dans votre âme, dans votre corps, encore que quand vous dites qu'on nous a tiré à balles réelles, je ne sais pas si vous avez des impacts quelque part, vous n'êtes pas morte, je vous vois tout entière, Tokwaoulou Aena, Bernadette. Aujourd'hui, là, vous avez le sentiment d'appartenir à la majorité présidentielle, ou est-ce que vous avez changé de cap? Est-ce que vous êtes devenu de l'opposition, ou est-ce que tout simplement vous êtes devenu de la société civile? Luc, d'abord, je ne veux pas qu'on dise avec légèreté, vous n'avez pas d'impact, vous n'avez pas été blessé. Luc, il y a eu des morts. Celui qui était debout à côté de Martin Fayoulou, je ne le connais pas. Il a reçu une balle dans la poitrine. Martin Fayoulou l'a porté. Madame, moi, je ne... Moi, essayez de vous contenir. N'exposez pas vos émotions ici. Moi, écoutez, moi, je ne sais pas ce qui m'a fait tomber.
Mais je peux vous garantir que je ne suis pas tombé pour rien. Je ne sais pas ce que j'ai reçu. J'ai essayé de me relever, je ne pouvais pas. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'on meurt. Et j'ai entendu une voix qui a dit, Maman Tokwaoulou, Téléma. J'ai essayé de me relever, je ne pouvais pas. Mais j'ai pensé qu'il y avait la police qui arrivait derrière. J'ai pensé que je vais finir comme mon père, d'une balle dans la tête, parce que monsieur, mon père, le défunt ambassadeur Tokwaoulou, il a fini d'une balle dans la tête. Parce que l'avion du président Samora Machel, dans lequel il était, il n'a pas atterri à l'aéroport. Les services secrets sud-africains ont déposé une balise dans la brousse en Afrique du Sud. On a éteint les lumières de l'aéroport de Maputo et le pilote a vu qu'il atterrissait. Il a atterri dans la brousse et l'avion s'est coupé en deux. Vous savez que le cadavre de mon père avait le visage complètement bandé, il restait juste une oreille. Mon père est mort achevé d'une balle dans la tête. Quand j'ai pensé à ça, je dis, pour tes enfants, il faut avancer. Je ne pouvais pas me lever, j'ai essayé de ramper. Par chance, il y a des gens qui m'ont transporté. Je ne veux pas qu'on parle des manifestations avec légèreté. Il y a eu 49 morts. Il ne faut pas que dans ce pays, on voit la vie comme avec beaucoup de légèreté. Vous de me demander si je suis de la majorité présidentielle. Répondez-moi à cette question. Je vous réponds, la majorité présidentielle m'a tiré dans le dos. Je ne suis plus de la majorité présidentielle. Vous me demandez si je suis de l'opposition, si je suis de la société civile. Je sais que je suis une femme qui doit prendre des engagements. Je suis dans la croisée des chemins, je dois prendre des engagements fermes, je dois choisir. Je sais aussi que je ne peux plus rester une personnalité indépendante parce que je l'ai été pendant des années et vous vous retrouvez seul. Au final, personne ne vous comprend. Je sais que je dois aussi militer et que je dois entrer dans un parti politique. Je suis assise, je ne serai plus jamais de la majorité présidentielle. Je suis assise et je suis en train de réfléchir. Je veux continuer mon combat politique pour la démocratie, pour le changement, le respect, pour arriver à l'élection présidentielle dans les délais, et je vais devoir me positionner, je vais devoir faire les choix. Quand je les aurai faits, je vais vous informer. Très bien, c'est bien compris. Donc, maintenant, si je vous invite, je ne vous traiterai plus comme cadre de la majorité présidentielle. Non, c'est fini. Faites une croix dessus. Terminé. Très bien. Alors, madame, lorsque je vous ai reçu sur ce même plateau, vous avez fait une analyse sur la praxis politique. La quoi? La praxis politique. Ça veut dire quoi? Comment la politique se pratique ici chez nous, oui, notamment dans la répartition des responsabilités. Vous avez décrié le gouvernement des technocrates et vous avez privilégié un gouvernement des politiques. Quelque temps après, le gouvernement dit de cohésion nationale a été publié. Est-ce que vous avez l'impression que ce gouvernement-là a reflété vos attentes, vos souhaits et a répondu à ce que vous avez argué ici, que les responsables politiques soient au poste et répondent à la population qui leur a donné mandat d'être dans soit le Parlement, soit le gouvernement? Oui, on m'a entendu. Parce que M. Évariste Bochab, qui est le patron du PPRD, est entré au gouvernement, Olivier Kamitatou est dans le gouvernement, Tamboué Mwamba, qui est une personnalité indépendante de la majorité présidentielle, comme moi-même je l'étais, est entré au gouvernement. Pierre Lumbi est toujours président de la CN, est toujours conseiller de la CNS. Alors on a mis les choses en ordre de bataille telles qu'elles doivent être. Bon, moi je ne suis pas entré en gouvernement, ce n'est pas un problème. Oui, mais puisque déjà vos attentes ou votre interpellation a été entendue, dites-vous, pourquoi ne dites-vous pas, tiens, on m'a quand même écouté, je reste et je continue parce que ce que je dis est quand même pris en considération? Mais on a tiré sur l'opposition. Oui, mais... On a tiré sur moi. J'étais là. J'ai eu peur, je suis tombée. On a envoyé par Facebook des photos de moi tombée. Ma fille est restée par terre en train de pleurer et on a tué maman. Qu'est-ce que vous faites de la vie humaine? Comment voulez-vous que je justifie que je suis toujours là alors qu'on a tiré sur les gens, dont moi-même? Faisons la passe, n'en parlons plus, c'est sans intérêt, c'est déjà le passé. Une dernière question, madame.
Est-ce que vous nous confirmez sur ce plateau que demain, que chance vous arrive, vous accédiez au poste de responsabilité, vous ne seriez pas pire que ceux que vous décriez aujourd'hui? Le problème, c'est que nous devons arriver à l'élection présidentielle parce que cette élection présidentielle qui va faire le changement va donner la force à toutes les institutions. Donc toutes les institutions vont comprendre que si vous voulez rester en fonction 5 ans, 10 ans, vous êtes dans l'obligation de travailler. Donc tous les mandataires, toutes les personnes qui seront ministres, mandataires publics seront dans l'obligation de travailler. C'est-à-dire qu'un premier ministre ne pourra pas accepter qu'un PDG soit une nullité parce que lui, Premier ministre, ne pourra jamais devenir président. Ça veut dire que de manière générale, toute personne qui va occuper un mandat public devra faire pour le mieux. Elle ne pourra pas piller dans la caisse, on va la mettre en prison. Elle devra donner les résultats, sinon elle ne restera pas. Ce n'est pas seulement pour Madame Tokolo, ce sera de manière générale pour tous les gens qui vont exercer un mandat public. Ce sera même pour les députés. Parce que les députés ne contrôlent rien, ils ne contrôlent personne. Alors, il y a un personnage de votre ex-famille politique, Moïse Katumbi, qui avait tenu aussi des propos qui ont défrayé la chronique. Mais lui, il est allé rencontrer le président de la République en sa résidence de Jelem. 2h45 d'entretien. Dites-nous d'abord, comment vous interprétez cette rencontre? Et pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui? Bon, vous savez, Moïse Katumbi est une très 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 haute autorité de ce pays. Membre de la majorité présidentielle, cadre de la majorité présidentielle, comme vous. Cadre du PPRD. Moi, je suis signataire de la charte de la majorité présidentielle en tant que personnalité indépendante. Moïse Katumbi est cadre du PPRD. Mais nous savons tous que Moïse Katumbi, dans le microscope politique, c'est le gouverneur du Katanga. Moïse Katumbi, Bernadette Tokolo, bon, il n'y a pas match. Je me défends, mais il n'y a pas match. Ne nous comparez pas, ce n'est pas la peine. Alors, madame, j'aimerais, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, que vous puissiez vous prononcer sur le projet de Boukangalonzo, initié justement par le Premier ministre. Quand vous en parliez, cela, je le reconnais, m'a un peu échappé. Est-ce que ce projet ne rentre pas dans l'optique de vos soucis sociaux pour la population? C'est un grand projet pour la population, c'est un bon projet. Mais moi, mon souci, c'est permettre à la population locale, aux agriculteurs locaux, aux petits paysans de s'autosuffire. Et pour moi, la politique du gouvernement Matata II doit être une politique qui permette de prendre une partie de l'enveloppe de l'Ikelemba et de la redistribuer au niveau des agriculteurs. Comment? Par exemple, vous savez que si vous augmentez les salaires des fonctionnaires de la police et de l'armée à l'intérieur du pays, vous favorisez l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une offre agricole qui n'est pas remplie. Il y a des vaches, il y a des poulets, il y a des maïs. Mais les gens n'ont pas d'argent pour payer. Alors si les fonctionnaires, les policiers ont cet argent, ils vont donner l'argent aux agriculteurs et les agriculteurs vont travailler. Ce que j'attends aussi du gouvernement Matata II, c'est qu'il fasse comme à l'époque du maréchal Mobutu, le financement des campagnes agricoles. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement, par l'intermédiaire des banques, puisse donner aux agriculteurs l'argent pour financer les campagnes et que ces agriculteurs payent à la fin de la campagne. Donc moi, les grands projets, moi je suis pour une politique à 2 vitesses. Vous construisez des grands immeubles, les riches ont des grands immeubles, bon. Bravo. Mais il faut que les pauvres puissent accéder à la propriété dans des immeubles qui coûtent moins cher. Vous faites des grands groupes agro-pastoraux, c'est bon. Mais il faut que les petits agriculteurs soient aussi munis des moyens pour leur permettre d'assurer leur activité. Donc tout est bon. Alors, l'avant-dernière question, une question de précision. Quand vous parlez, madame, de l'alternative ou de l'alternance au pouvoir, je vous entends voir ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne plus l'être demain. Est-ce que vous excluez la possibilité que l'alternative ou l'alternance
puisse s'opérer au sein d'une même famille politique. Quand vous parlez d'alternative, c'est-à-dire que vous êtes au sein d'une même famille politique et que celui qui était là, celui qui était là a une autre alternative, c'est-à-dire d'autre part. Alors, quand je parle d'alternative, ça veut dire le président Kabila ne peut plus être candidat et l'un des chefs de la majorité présidentielle, l'un des figures de la majorité présidentielle est candidat à la présidentielle et il gagne les élections par le vote populaire. Ça, c'est l'alternative. L'alternance, c'est quand quelqu'un qui n'a rien à voir avec la majorité présidentielle, qui puisse être de l'opposition, qu'il puisse être indépendant, qu'il puisse venir de la diaspora, accède à la magistrature suprême par le vote. Donc c'est l'un ou l'autre. En fait, l'un ou l'autre est bon, ça dépend du peuple, parce que c'est la population qui doit voter. De tout cœur, madame, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle option. Vous l'avez dit, vous n'êtes plus de la majorité présidentielle, vous réfléchissez. Quand vous aurez réfléchi, venez nous revoir. Nous allons le faire connaître à l'opinion. Merci et bonne chance. Merci. Merci beaucoup.